Bah, je viens de voir ton message. Ok. Bah écoute, tu fais pour le mieux. Peut-être, je sais pas, à ce moment-là, peut-être prendre un relais sur le téléphone ou tout ça. Ou voilà. Enfin, de toute façon, si on est avancé, voilà, on fera l'exercice sur le diagramme potentiel pH du zinc. Donc voilà, bah, tu pourras de toute façon faire cet exercice-là. Voilà, j'ai échangé avec, par rapport au message furtif de Gariba. Alors, comment? Donc ici sur le diagramme potentiel pH du fer, donc on a regardé donc ici l'équilibre de précipitation-solubilisation, d'accord, donc qui intervient sur ce segment de droite verticale. Alors, pour le reste, vous avez des segments de droite qui sont des équilibres électroniques, donc entre les différentes espèces. Par exemple, ici, entre l'espèce fer3+, fer2+, ici, entre Fe2O3 et Fe2+. Donc, je vais écrire l'équation de Nernst, l'équation la réaction électronique, l'équation de Nernst, etc. Ici, entre Fe2O3 et Fe3O4, Fe3O4, Fe métal, entre Fe2+, et Fe, je regarde à chaque fois ce qu'il y a au-dessus, l'oxydant, et ce qu'il y a en dessous, le réducteur. Ici, par exemple, Fe3O4 avec le fer de plus. D'accord? Donc, tout ce qui est horizontal, oblique, c'est de l'électronique. Donc, vous avez ici 6 segments de droite, 6 segments horizontal, oblique, indiquant qu'il y a 6 équilibres électroniques, 6 réactions électroniques, donc 6 équations de Nernst, donc 6 segments de droite, 6 équations EPH. 6 équations EPH qu'on a représentées, donc ici avec les différentes pentes. Alors, je ne sais plus quelles étaient les réactions donc, qui avaient été proposées. Alors, par exemple, ok, donc la réaction Fe2O3 avec Fe2+. Alors, oui, donc ça, c'est la réaction. Attendez, je reprends un petit peu. Voilà, donc elle est ici au-dessus, je ne l'avais pas vue. Ok. Alors, si je ramène tout ça. Alors, par exemple, ici, on va regarder, par exemple, ce segment de droite-là. Donc, on va faire un seul. Ici, donc, ce segment de droite-là, qui correspond à l'équilibre électronique entre Fe2O3 et Fe2+. Donc, pour établir ce segment de droite, je vais écrire ma réaction électronique. La réaction électronique ici, Fe2O3 avec Fe2+. Donc, on équilibre cette réaction, comme vous savez le faire. Donc, on va partir à gauche d'Fe2O3, à droite de Fe2+. J'ai 2 fers à gauche, 2 fers à droite. Donc, je mets un coefficient stoichiométrique 2 ici. C'est du fer 2 ici. C'est du fer 3 ici. Je vais donc avoir 2 fois un électron pour passer 2 fer plus 3 plus 2 fois un électron donne 2 fer plus 2. Ensuite, j'équilibre les oxygènes, 3H2O. J'équilibre les hydrogènes. 6 hydrogènes à droite. Je vais mettre 6H à gauche et je vérifie les charges. Plus 6 moins 2, ça fait plus 4. 2 fois 2 plus, ça fait plus 4. Donc voilà ma réaction électronique pour cette séparation oblique ici. Alors je vais faire la même chose. Je peux faire la même chose pour les 6 autres, enfin les 5 autres, et les 5 autres segments de droite pour lesquels je vais avoir une équation électronique, une réaction électronique. Alors ici, donc, je m'intéresse à celle-ci. Alors voilà ce que j'ai. Alors l'écriture de la loi de Nernst correspondante, c'est ce qui est indiqué ici. Je vais changer de couleur pour pas.
Alors, l'équation de Nernst correspondante, vous avez donc ici E égale E0 du couple Fe2O3, Fe2+, plus 0,06 sur 2, 2 électrons, log de 1 pour Fe2O3. D'accord? Donc, je vais mettre en haut ce qui est côté oxydant, du côté des électrons. Donc, Fe2O3 solide, c'est mon oxydant. Cet oxydant, il est sous forme solide. Et donc, pour un solide, je mets 1. Multiplié par H+, concentration à la puissance 6, ce que j'ai ici, divisé par Fe2+, au carré, multiplié par 1. Fe2+ au carré, multiplié par 1. Donc voilà ce que je mets côté réducteur, c'est-à-dire au dénominateur. Donc voilà mon équation. Ensuite, eh bien, je vais séparer mes termes, le E0, le terme avec Fe2+, la concentration de Fe2+, c'est c'est une espèce soluble du fer, donc sa concentration, ça va être 10-6, et donc j'ai une valeur de Fe2+, ici 10-6 au carré. Cette valeur de E0, ben, éventuellement, elle est donnée, ou je la déterminerai, ou je me débrouillerai autrement donc, pour refaire le tracé. Mais en tout état de cause, vous allez avoir donc ici un terme avec log de H+, à la puissance 6, avec le facteur prélogarithmique 0,06 sur 2. Le 6, on va le sortir du log pour l'amener ici devant. Donc 0,06 fois 6, divisé par 2, log de H+, c'est moins pH, et donc j'obtiens finalement, en regroupant mes deux termes ici, qui sont des constantes, une constante globale, donc une constante globale, moins 0,18 fois pH. Donc j'obtiens ici une expression du potentiel qui est sous forme d'une équation de droite, E est égal à une constante, moins 0,18 fois pH. Donc j'en déduis, et bien ici, bon, j'ai une, pour ce segment de droite ici, j'ai donc, pour ce segment de droite là, j'ai donc ici une équation de droite qui est E égale constante moins 0,18 pH. Alors, bon, je peux avoir la valeur de la constante, connaissant le E0, ou alors je trace mon graphe par continuité. Si j'ai tracé ce segment-là au début, que je connais la position de cette séparation verticale, bon ben je connais la position de ce point. Donc j'ai déjà un point de ma droite, avec la pente, je peux tracer ce segment de droite, ici. Ensuite, bien sûr, ben, il faudra connaître la position de ce point-là pour tracer le reste, etc. Donc ça veut dire que quand vous faites un tracé diagramme potentiel pH, vous avez un certain nombre de données thermochimiques, un certain nombre de données thermodynamiques pour ce diagramme. Donc ça, c'est pour les séparations donc horizontales, obliques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est, qui est maîtrisé ou qui est bien connu de la plupart d'entre vous? Est-ce que, voilà, enfin, sauf si vous avez, voilà, si ça vous dit absolument rien ou si vraiment c'est quelque chose qui est quand même un peu nouveau ou un peu difficile, éventuellement manifestez-vous. Mais bon, je considère que c'est des choses qui, voilà, que vous avez sans doute déjà vues. Après, bon, pour voilà, la pratique ou pour comment être plus ou moins à l'aise, bon, ça va dépendre un petit peu de chacun. Alors, si, mais ça a toujours été flou, ok? Ok. Alors, ben, on va essayer de lever un peu ce flou. Donc, le flou, dans quel sens? Enfin, comment on a tracé ça? Comment on l'utilise? Olivier, tu peux intervenir, enfin, comment oralement, éventuellement? Oui, c'est ce que je pensais. Oui. Ouais. Bah, le flou dans le sens où quand on est à l'examen et qu'il y a marqué tracer le diagramme potentiel pH de telle espèce, bah c'est Vous ne compliqué. savez pas comment commencer, tout ça. C'est ça en fait. Parce qu'en fait, il y a pas mal de petites questions et une fois qu'on est perdu dans les demi-équations et qu'on sait plus ce qu'on écrit, et c'est mort quoi. Ouais. Ok. Bon, je vais
si vous avez un diagramme tracé, ça sera quelque chose qui reste relativement simple. Après, bon, éventuellement, comme devoir maison, un truc comme ça, je peux vous demander de tracer un diagramme un peu plus compliqué, voir un petit peu ce que vous pouvez rendre. Mais bon, généralement, voilà, c'est des choses assez simples ou pas trop compliquées qui vont être demandées. Donc, on verra donc sur la correction de l'exercice, voilà, si c'est quelque chose sur quelque chose de relativement simple, si c'est quand même assez automatique. D'accord? Pas comme ça. Alors, ici, donc, effectivement, donc, ici, ça veut dire que vous allez avoir, donc, pour ce diagramme-là, 6 équations de Nernst à établir et puis à tracer, et puis ensuite faire les jonctions, les points d'intersection, etc. Donc, tout ça, ça demande un certain nombre de données au départ. Donc, par exemple, pour ce diagramme-là, généralement, pour le tracer ici, vous allez avoir, par exemple, la valeur du E0 du couple Fe3+, Fe2+. Vous aurez sans doute une constante d'équilibre ici pour l'équilibre avec entre Fe2O3 et puis Fe3+. Donc ça vous permet de tracer ça, ensuite de tracer ça. Après, ici, vous aurez sans doute une valeur, cette valeur-là, ou alors un pH de dismutation. On vous précisera donc la position de ce pH de dismutation. Donc, j'ai donné la réponse à la question suivante. Et puis, vous aurez aussi le sphère de plus, sphère de fer. Donc, cette position-là, vous la connaîtrez. Et vous aurez, en fait, si vous avez ce point-là, vous allez pouvoir déterminer ça, vous allez pouvoir déterminer ça, et donc déterminer ça. Voilà. Mais tout se fait un petit peu par construction progressive. Bien sûr, je ne vous demanderai pas un truc comme ça, parce que tracer ça, je veux dire, ça va vous prendre plus d'1 heure. Et voilà, c'est pas l'objet. Mais par contre, peut-être un petit diagramme simple, c'est possible que vous ayez que je vous demande de tracer juste une ou deux représentations droites, une ou deux équations électroniques et puis quelques segments de droite pour définir un diagramme potentiel pH. Bon, on rediscutera de ça. Alors, sur ce diagramme, donc on a vu les différents segments horizontaux obliques. Alors, vous avez des points un petit peu particuliers au niveau de ces diagrammes. C'est les points, en fait, par exemple, ce point ici. Donc, ce point ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a une espèce de degré d'oxydation ici, plus 2, plus 3, de Fe3O4. Quand je suis ici, à partir de ce point-là, quand je pars ici, je me trouve dans le domaine du fer de plus, c'est-à-dire du degré plus 2. Quand, au contraire, je monte, je me trouve dans le domaine du fer plus 3, Fe2O3. Et quand je vais vers la droite, quand je reviens par ici, je rentre dans le domaine du fer 2, fer 3, du plus 2, plus 3. D'accord? Donc, vous avez un degré global 2,7 ici, plus 3 ici et plus 2 ici. Donc, j'ai un intermédiaire plus 2,7 global qui donne un supérieur plus 3 et un inférieur plus 2. Ça correspond à une réaction de dismutation et dans l'autre sens, une réaction de médiamutation. Donc, dismutation, médiamutation. Ces réactions, elles sont écrites ici. Donc, je vais les mettre en premier plan. Donc, ces réactions, elles sont écrites ici. Donc, je vais faire une espèce de grand cadre comme ça. Alors, le sens dismutation, c'est le sens pour lequel, partant ici du degré plus 2, plus 3, je vais vers le degré plus 3, plus 2. Donc, j'ai la réaction de dismutation qui va être finalement Fe3O4 donne Fe2O3 plus Fe2+. Voilà globalement ma réaction de dismutation. Pour établir cette réaction de dismutation, vous procéderez comme on l'a fait dans l'exercice qu'on a fait au début de la séance, c'est-à-dire on avait le Fe3O4 d'un côté et puis c'était pas Fe2O3 mais c'était FeOOH et c'était pas Fe2+, mais c'était Fe. Donc on a une réaction qui ressemble un petit peu, en fait, où vous avez effectivement cette espèce-là qui va vous donner ça plus ça.
D'accord? Donc, on a dans ce sens-là la dismutation. Donc, cette dismutation, on voit que ça interviendrait dans le sens je suis là. Quand je me déplace par là, j'obtiens Fe2 plus et Fe2O3. Vous voyez que vous allez vous déplacer comme ça. Le domaine de stabilité de Fe3O4, il diminue jusqu'à atteindre un seul point ici. Et ensuite, quand vous allez plus bas ici, eh bien, vous n'avez plus de Fe3O4. Il s'est transformé en Fe2O3 et Fe2 plus. Donc là, vous allez avoir cette réaction de dismutation qui va se faire de façon effective lorsque vous allez ajouter des ions H+, c'est-à-dire lorsque vous allez vous déplacer vers la gauche dans votre diagramme. Vers la gauche, c'est-à-dire vers des pH. Quand vous allez vers la gauche, vous allez vers des pH plus acides. Donc quand je vais vers la gauche, pour Fe3O4, quand je prends une suspension de Fe3O4, j'ajoute de l'acide dans cette suspension, eh bien, je vais provoquer la réaction de dismutation pour former Fe2O3 et Fe2+. Inversement, lorsque je suis ici avec un équilibre entre Fe2O3 et Fe2+, donc je suis sur cette séparation-là, vous êtes sur une séparation entre ces deux espèces. Si vous augmentez le pH, c'est-à-dire que vous vous déplacez vers la droite, à partir du point de dismutation, vous allez rentrer, du point de dismutation médiamutation, vous allez rentrer dans le domaine d'existence de Fe3O4 et vous allez avoir la réaction Fe2O3 plus Fe2 plus donne le degré intermédiaire Fe3O4. Ça, c'est la réaction de médiamutation. Cette réaction, elle va être favorisée par l'ajout d'OH-. Donc, à un mélange de ça plus ça, si vous ajoutez OH-, vous obtenez Fe3O4. Donc, ça, c'est une lecture qu'on fait à partir du diagramme potentiel pH. Cette lecture, ces réactions, on a vu que c'était des réactions c'est le genre de réaction qui pouvait intervenir dans une couche de corrosion. Effectivement, vous allez avoir une formation d'Fe3 dans une couche de corrosion ou dans un processus, processus bactériaux dans les sols. Si vous observez la formation de Fe3O4, donc du composé Fe3O4, donc de la magnétite, ce composé Fe3O4, il résulte vraisemblablement de la réaction suivante. Si vous êtes dans un processus aqueux, ça résulte de la réaction suivante, Fe2O3, ou le fer 3, précipité, plus du fer de plus, ça réagit avec augmentation de pH et formation de Fe3O4. D'accord? Vous avez la réaction qui est écrite, qui correspond à ce point de dismutation, médiamutation. Est-ce que c'est OK, ça, pour une lecture comme ça du diagramme? D'accord? Et vous voyez que ces réactions, alors si vous allez vers la droite, oui, on va vers un milieu basique. Donc soit, ça veut dire que soit on ajoute OH-, soit on met H+ de l'autre côté. Alors, je n'avais pas vu la question, Florent. Ah oui, donc Fe2O3, c'est l'oxyde. On va dire que c'est l'oxyde qui est formé par déshydratation de l'hydroxyde, en quelque sorte. En réalité, FeOH3, en fait, c'est une espèce qu'on va écrire comme ça, c'est quelque chose qui est formé de façon brutale. Quand on fait précipiter du fer 3+, on obtient du FeOH3. Mais c'est quelque chose qui va évoluer vers un composé qui présente une stabilité thermodynamique plus importante ou une stabilité cinétique plus importante. Par exemple, si je fais précipiter du fer 3, d'accord, donc vous prenez un sel de fer 3, vous prenez du sulfate de fer, du nitrate de fer 3 par exemple, vous faites précipiter ce nitrate de fer 3 et vous chauffez la solution, vous laissez ça quelques jours, vous allez obtenir une suspension de Fe2O3. Vous allez obtenir une suspension de couleur rouge, qui est l'hématite. Vous allez avoir du Fe2O3. Donc, vous obtenez ça par
réarrangement du FeOH3. Donc effectivement, le FeOH3, bon, ben, on peut dire d'un point de vue degré d'oxydation, c'est la même chose que Fe2O3, c'est du fer 3 précipité, mais Fe2O3, ben, c'est quelque chose qui est plus stable que FeOH3. Donc, ben, si vous avez une évolution de fer 3, vous allez tendre vers la formation de Fe2O3, par exemple, si vous êtes dans des conditions adaptées pour ce Fe2O3. Fe2O3, c'est un oxyde de couleur rouge, c'est l'oxyde de fer que vous trouvez, par exemple, dans les environnements chauds. Vous allez avoir des roches qui vont être de couleur rouge, qui ont la couleur de l'oxyde de fer Fe2O3. Mais ça peut être aussi un oxyde-oxyde, par exemple, on avait parlé de l'épidocrocite. Une couche de rouille, souvent elle a une coloration orangée. Cette couleur orangée, ben, elle provient peut-être de la couleur de Fe2O3, de FeOH, l'épidocrocite. Si, éventuellement, si c'est quelque chose qui se forme très rapidement, ça peut être quelque chose qui est assimilé à du FeOH3. D'accord? Donc, c'est assez compliqué, en fait. Alors, effectivement, donc, si c'est ce que tu avais dans ton cours, c'est qu'on avait fait le tracé avec FeOH3. Mais ici, je peux faire le tracé avec un oxyde, Fe3O4 et Fe2O3. Alors, si je fais les commentaires, donc c'est seulement… oui. Xavier, oui. Ouais, mais j'ai une petite question. Comment comment on trouve les points d'interaction entre les différentes espèces là qu'on a? Je me souviens plus, c'est quoi avec la différence de potentiel avec les E, c'est ça? Alors, là, attends, la question, attends, je fais juste balaye juste les commentaires. Voilà. Ok, donc pour répondre à Florent, j'aurais pu présenter un graphe avec FeOH3. D'accord, éventuellement, bah, peut-être qu'à l'examen, vous aurez un graphe avec FeOH3, ou j'en sais rien, mais voilà. Mais les diagrammes, ici, je dis, on choisit des espèces de l'élément, donc ici des espèces du fer, et on les reporte dans un diagramme. Donc là, j'ai reporté les oxydes de fer. J'ai reporté 2 oxydes de fer, Fe2O3 et Fe3O4. Alors, c'est seulement entre deux solides. Qu'est-ce qu'il y a entre deux solides? Alors, c'est Olivier qui avait posé la question. Désolé, non, mais je me suis répondu à moi-même, c'est juste que je n'avais pas très bien compris dismutation et médiamutation. Mais du coup, j'en profite pour vous poser une autre question. Oui. En fait, là, des points de dismutation et médiamutation, il y en a 2 sur le graphe qu'on voit sur le fer, c'est ça? Alors, je vais revenir là-dessus, oui. Parce qu'en haut, c'en est pas un, parce qu'il y a… Enfin, oui, il va falloir que vous reveniez là-dessus. Je vais revenir dessus, ok? D'accord. Je continue. Donc, je suis désolé, Xavier, mais j'avais quelques trucs là, enfin, il y a quelques commentaires. On ajoute tout le temps OH- quand on va vers la droite. Oui, j'ajoute OH- et j'augmente le pH. J'ajoute H+, donc je diminue le pH. Donc, je me déplace soit vers la gauche, soit vers la droite en mettant ces espèces-là. Ok, donc Florent, on a répondu. Et ok, donc c'est bon. Alors, Xavier, donc, du coup, je ne me rappelle plus vraiment la question. C'était comment on identifie au niveau des interactions. Voilà les points. D'accord. Mais c'est quoi? C'est pour savoir où est-ce qu'il y a un point de dismutation? Non, pour tous les points. Enfin, je me souviens plus. Je sais que ça va revenir, mais je me souviens plus comment on calcule le E justement de chaque point en fait. Ça va être un différentiel. D'accord. Ok. Ça, on va dans l'exercice qu'on va corriger. Là, vous allez faire le tracé du diagramme. D'accord? Ouais, pas de souci, merci. On verra comment on construit justement le tracé. Bon, ça sera plus simple que ce qu'on a ici, effectivement. Alors, je vais encore donc 1 ou 2 commentaires donc là-dessus. Alors, je peux augmenter un tout petit peu la taille éventuellement, voilà. Alors, effectivement, les pH de dismutation, je vais arriver à la trouver avec ma boussole là. Donc ici, les pH de dismutation. Alors, est-ce que c'est un pH de dismutation ici? Parce que vous voyez que vous avez un point avec trois droites qui partent de ce point-là. Est-ce que c'est un pH de dismutation ici? Ce qu'on a ici, est-ce que c'est un pH de dismutation, ça? Donc la réponse, c'est non. Ok, Olivier. Effectivement, c'est non parce que
Qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour faire un pH de dismutation, il faut que les 3 segments… Oui, Mohamed? Il n'y a pas une différence au niveau du degré d'oxydation? Parce que tout à l'heure, on avait un passage de plus 2 à plus 2 plus 3. Et là, on a que à plus 3 et on passe à plus 2 et plus 3, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Exact, c'est ça. Oui. En fait, pour avoir une dismutation, vous devez avoir 3 segments. Vous devez avoir 3 segments ici qui soient des réactions électroniques. Ça, c'est bien. C'est oblique, oblique, oblique. Donc, c'est bien électronique, 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 électronique. Par contre, ici, c'est oblique, horizontal. Donc, ça va, c'est bien électronique, mais vertical, c'est pas électronique. Donc, ça, c'est pas un point de dismutation. Par contre, ici, j'ai un point de dismutation, oui. Et j'en ai un autre qui se situe ici. Donc, j'ai un autre point de dismutation, donc qui est ici. Alors, ce point de dismutation, qu'est-ce qu'il me dit? Vous le voyez, le point de dismutation que je pointe ici? Alors, qu'est-ce qu'il me dit, ce point de dismutation? Dismutation ou médiamutation? Qu'est-ce que vous diriez pour ce point? Il y a 2 réactions. Il y a la dismutation et la médiamutation. Et la dismutation, c'est quand on va partir de Fe3 au 4 et ça va donner Fe et Fe2+. C'est ça? Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est pas que de la médiamutation. Mais ça, alors, est-ce que c'est la bonne réaction, ça? Donc, Florent nous propose Fe2 plus Fe donne Fe3 au 4. Est-ce que c'est ça? Mais ça, c'est la médiamutation, non? Bah, pour moi, c'est… Quand vous avez une action, une action de dismutation ou de médiamutation, comment ça s'écrit, une réaction de médiamutation ou de dismutation? Par exemple, dismutation. Vous partez du milieu. Ouais, vas-y. Mais de ce que j'ai compris, moi, la dismutation, c'est qu'on part d'un élément et on se retrouve avec 2 éléments après. Et la médiamutation, on part de 2 éléments et on en retrouve un après. D'accord, je suis d'accord. Et qu'est-ce qu'on a pour la dismutation? On part du milieu. On part de Fe3 au 4. Un au-dessus et un en dessous, en degré d'oxydation. D'accord? C'est là où moi, j'aime bien les dégradations. Parce que moi, je comprends que je suis au milieu, je monte et puis je descends. D'accord? Alors, on peut rajouter des H+, ou des OH-, peu importe. OK? Mais c'est surtout au niveau des degrés d'oxydation. Une réaction de dismutation et de médiamutation, c'est toujours je suis au milieu, dismutation, je suis au milieu et je donne un au-dessus et un en dessous. Ou alors, je pars un au-dessus, un en dessous et j'obtiens un au milieu. Donc ici, faites-moi ce schéma-là. Par exemple, un au milieu, degré d'oxydation au milieu, qui donne un au-dessus, un en dessous. Qu'est-ce que vous pouvez écrire? C'est pas le fer qui donne Fe2+, et Fe3 au 4, parce que le fer, il est à 0. L'autre, il est à 2,7. Et le premier à gauche, Fe2+, il a 2. Donc, il entre les deux. Eh bien, placez-les-moi comme il faut. Donc, c'est lequel qu'on met au milieu, alors? C'est le Fe2+. Exact. C'est bien le Fe2+, qui sera au milieu. Donc, mon Fe2+, qui sera au milieu. D'accord? Vous voyez, vous avez l'entonnoir ici. Ça, et puis, ce segment-là, vous regardez, votre espèce ici, intermédiaire, c'est celle-ci. Fe2+. Fe2+, quand je me déplace par là, qu'est-ce qu'il donne? Il donne ça, plus Fe. Si vous regardez seulement ce qui est tracé en rouge, le diagramme potentiel pH vous dit que ça, c'est un point de dismutation, de médiamutation. La réaction de dismutation, c'est le fer de plus qui est dans ce domaine-là. Quand j'augmente son pH, j'arrive ici, à ce point de dismutation, où le fer de plus se transforme en Fe3O4 et Fe. Donc, si j'amène… Pardon. Oui.
En fait, on suit toujours l'angle, la pointe. Dès qu'il y a deux lignes qui se rejoignent en une, on suit ça, quoi. Voilà. Vous avez quelque chose qui est au milieu, qui est entonnoir, en fait, qui est dans l'angle. D'accord? Ici, quand je considérais ce point-là, si je considère ce point-là, mon espèce intermédiaire, c'est Fe2+. Si je considère ce point-là, mon entonnoir, il est ici. Et donc, mon espèce intermédiaire, c'est Fe3O4. D'accord avec ça? Donc, ici, ma réaction de dismutation avec le fer de plus qui donne Fe3O4 et Fe. Donc, pour ce point ici, ce point de dismutation. OK avec ça? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ok, donc je vais couper la caméra parce que voilà, j'ai ma fille qui est rentrée. Ok. Excusez-moi. Comment? J'ai une petite question. Ok, ça marche? Oui, vas-y. Juste par rapport à la différence entre médiamutation et dismutation, est-ce que vous pouvez descendre le tableau bleu, s'il vous plaît? Parce qu'il manque une partie. Oui. Donc, s'il vous plaît. Descendre ça? S'il vous plaît. Comme ça? Oui, parce que moi, j'ai du mal à. Enfin, j'ai compris la théorie, mais dans la rédaction de l'équation, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est en soi, quand vous écrivez FE, enfin, je vois pas vraiment la différence, mis à part le H+, ou le OH-, dans quel sens il est, entre dismutation et médiamutation, parce qu'on passe de deux produits avec 2 degrés d'oxydation différents à un seul produit avec plus ou moins les 2 degrés avec 2 options de degrés d'oxydation, c'est ça? Bah, il faut regarder le degré global. En fait, j'ai 1 degré plus 3, 1 degré plus 2. Donc 1 degré plus 3, 1 degré plus 2. Et entre les deux, 1 degré de 2,7. Ok, parce que c'est pour ça qu'il se situe entre plus 2, en fait. Il se situe entre plus 2 et plus 3, en fait. Oui, voilà. Le degré intermédiaire, il est forcément entre les deux. Après, ça peut être, par exemple, chlore, on avait l'exemple qui était plus 1, moins 1, et on avait 0 entre les deux. Ok, merci. Donc voilà pour ce diagramme-là. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres. Bon, j'ai pas d'autres commentaires à faire là-dessus. Bon, celui-là, diagramme, il est assez compliqué. Il est assez, quand même assez difficile. Ok, excusez-moi. Donc, comment je disais, ce diagramme, il est quand même un petit peu compliqué. Donc, à tracer, bon, c'est pas un diagramme comme ça que je vais vous demander de tracer, ça c'est sûr. Et après, à lire, par contre, bon, voilà, il y a quelques positions que vous devez voir au niveau d'un diagramme, notamment ces positions, voilà, verticale, solution, horizontale, oblique, c'est électronique. Et puis ensuite, vous avez des pointes, en fait, comme ça dans votre diagramme, éventuellement. Donc, ces pointes-là, en fait, qui sont des points de dismutation. Dismutation, médiamutation. Donc, ça, c'est pareil. Voilà, vous devez, voilà, sur un diagramme, vous devez être capable d'aller voir, de voir ces pointes et puis de les utiliser, en fait, d'analyser, de trouver la réaction de dismutation correspondante. Alors, donc, sur ce diagramme-là, bon, j'avais plus d'autres choses. Enfin, voilà, donc on avait regardé quelques réactions, dismutation, médiamutation. Alors, ces diagrammes potentiel pH, donc pour les applications corrosion, en fait, on va les utiliser en superposant le diagramme potentiel pH avec les diagrammes de l'eau, par exemple. Le diagramme de l'eau, le diagramme de l'oxygène. Enfin, donc, vous allez avoir donc, des systèmes oxydants réducteurs qui vont mettre en jeu donc l'eau, l'oxygène, l'eau, H+, H2. Donc, ces diagrammes, on va les tracer donc, correspondant aux équations électroniques des couples mis en jeu. Donc, par exemple, le couple O2, H2O ou le couple H+, H2. On va tracer ces diagrammes. Donc là, vous avez
par exemple, le diagramme potentiel pH qui est tracé donc pour le couple H plus H2. Alors, on va le retracer dans le cadre en faisant la correction donc, de l'exercice. Ici, c'est le couple O2H2O, donc je fais ce tracé-là. Et ensuite, d'un point de vue corrosion, eh bien, on va superposer donc, les diagrammes de ces oxydants, donc soit par exemple l'oxydant O2 ou l'oxydant H+, ou H2O, et je vais regarder ce que ça donne en fait en superposant avec un diagramme, par exemple, de mon élément métallique, ici, le fer. Alors, si je fais ça, bon, ben, vous avez, en fait, on va raisonner de la façon suivante. On va se positionner à une valeur de pH. Donc, par exemple, je ne sais pas ce qui était proposé. Attendez, je regarde juste après s'il y a une indication. Ouais. Voilà, bon, ben, ça va être plus facile ici. Alors, j'ai repris donc le diagramme potentiel pH. Donc ici, on a fait une lecture du diagramme. Je reviens là. On a fait la lecture du diagramme. On a regardé en fait le diagramme en rouge. Alors, pour une application, donc ça, c'est le diagramme du fer avec les espèces du fer. Ici, puis on a regardé des équations électroniques. Par exemple, ici, on a regardé une réaction en solution, un équilibre précipitation-solubilisation pour la séparation verticale. On a regardé un point de dismutation. Ici, par exemple, dismutation d'Fe3O4 en Fe2O3 et Fe2+, ou ce point de dismutation ici. Alors, on peut utiliser ces diagrammes, bien sûr, pour les appliquer aux problématiques de corrosion, donc à la réactivité corrosion, et ça, on va le faire en superposant les diagrammes, donc les diagrammes des couples O2H2O et H plus H2. Donc, c'est les couples généralement qui sont mis en jeu dans les processus de corrosion, notamment corrosion atmosphérique, par exemple. Alors, si on fait ça, donc je vais le prendre avec sur le slide d'à côté, enfin d'après. Alors, je reprends ça ici, et la problématique qui était posée, voilà, c'était ça. Ici, la problématique, c'était, on ne voit rien du tout. La problématique, c'était la corrosion du fer à pH de 11 dans un milieu environnant qui contient de l'air, de l'eau. D'accord ? Vous avez de l'humidité, vous avez de l'eau, vous avez de l'air, donc de l'oxygène, et vous êtes à pH 11. Et vous considérez la corrosion du fer dans ces conditions-là. Donc, ça va correspondre donc à l'élément fer en présence d'oxygène, en présence d'eau, O ou H+, c'est pareil, c'est l'hydrogène plus 1, dans l'eau ou dans H+, et vous êtes à pH 11. Donc, vous êtes à pH 11. Alors, cette situation de pH 11, ça correspondrait à quel type de matériaux, à quel type de situation matériaux. Donc, du fer dans un environnement de pH relativement basique, relativement alcalin, de pH 11. Dans quelle situation vous allez avoir voilà, ce fer qui va être mis au contact d'oxygène, d'eau à pH 11, à ce pH de 11. Alors, l'eau de mer, est-ce que c'est pH 11? Non, heureusement. Florent, je répondrai à ta question à la fin, si tu veux, sur le commentaire que tu as fait. Alors, pas dans l'eau de mer. Non, l'eau de mer, c'est quel pH environ? L'eau de mer, effectivement, ça sera 7-8. D'accord? Vous avez une solution qui est très, très légèrement basique pour l'eau de mer. Donc, 7-8. Alors, une pièce d'acier dans un bain de base, oui, dans ces conditions-là, effectivement, on aura du fer un acier en présence donc d'une solution qui est une solution basique.
Alors, BS, pour Héliodore, je ne sais pas ce que tu veux nous indiquer par BS. Un bain de je ne sais pas quoi, ou BS, un brouillard salin, oui. Alors, un brouillard salin, pH 11, ça fait un peu élevé. Mais pourquoi pas, oui, ça peut être un brouillard salin avec ammoniac, oui. Oui, l'ammoniac, ça pourrait peut-être donner une solution basique, peut-être pas aussi élevée. Mais voilà, où est-ce que vous allez trouver une structure en acier? Une structure en acier qui va être au contact d'un milieu qui peut atteindre des pH aussi élevés que pH environ 11. Les structures en acier, on les trouve comme renfort dans quel type de matériaux? Dans les bétons, oui. Dans les bétons, vous avez les armatures en acier, dans les bétons armés, et vous allez avoir en fait les bétons, c'est quelque chose qui est qui est fabriqué avec des composés basiques, et donc vous allez avoir en fait un pH qui est d'environ, qui est au-dessus de 10 à 11. Sur un béton frais, un béton récent, vous avez des pH qui peuvent être relativement élevés, puisque vous avez des constituants qui sont par exemple de la chaux qui est mélangé avec des silicates, et vous avez en fait des constituants qui vont être relativement basiques, et vous avez en fait du fer qui est au contact de ça. Alors si vous avez un béton qui est qui présente une certaine porosité, eh bien vous allez avoir de l'eau là-dedans, de l'air, une armature en acier qui est au contact du béton, le béton apportant un milieu de pH alcalin, pH autour de 11. Donc ça, c'est une situation dans une armature d'acier, dans un béton armé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va avoir ici si on fait la lecture du diagramme? Alors, si je regarde, pour avoir une information, eh bien, je vais tracer un axe de potentiel. Donc, je vais tracer un axe de potentiel à pH situé à pH 11. D'accord? Donc, je trace cet axe de potentiel. Et puis, je vais regarder les différentes positions auxquelles j'ai mes intersections avec mes différents diagrammes potentiels pH, mes différents segments de droite. Donc, j'ai ici une intersection à ce niveau-là. Cette intersection, elle correspond à quoi? Eh bien, elle correspond à l'intersection avec la droite EPH correspondant à O2 et H2O. O2 l'oxydant, H2O le réducteur. Donc, vous allez avoir en fait ce diagramme EPH, cette position sur le diagramme EPH de O2, H2O. Ça veut dire qu'ici, je coupe le couple O2, H2O. Alors, je vais revenir après à la règle du gamma ici. Ensuite, je coupe ce segment de droite en rouge qui sépare Fe2O3 et Fe3O4. Je coupe ensuite le segment de droite en gris qui correspond alors je ne sais pas pourquoi je traîne ça. Ok, il est collé dessus, donc je vais le laisser là. Donc je coupe ensuite le segment en gris qui correspond à H+, donc qui correspond à H+, H2O, H+H2, pardon, donc ici H+H2, et enfin je coupe le segment qui est Fe3O4, Fe. Tous ces segments, je vais les reporter sur mon axe de potentiel en indiquant à gauche donc les oxydants, O2, avec le réducteur H2O à droite. Ensuite, j'avais Fe2O3, Fe3O4, donc Fe2O3 à gauche, Fe3O4 à droite. Ensuite, donc je vais enlever un petit peu de choses ici. Donc, je vais avoir ensuite donc, le couple H+ ou H2O avec le réducteur H2 à droite. Et enfin, et enfin, Fe3O4, Fe. Voilà. Donc, j'ai ce que j'entourais ici, j'ai mes différentes intersections avec mes différents segments de droite.
que je reporte sur mon axe de potentiel ici, à pH 11. Donc, je trace un axe vertical de potentiel et je place oxydant réducteur pour les différents couples que je coupe. Et ensuite, je vais entourer les espèces qui sont présentes dans mon système. Alors, lorsque je considère la corrosion du fer, d'une armature d'acier, donc la corrosion du fer, ben, j'ai le fer métal, je l'entoure en rouge. En présence d'oxygène, en présence d'air, donc en présence d'oxygène. J'ai l'oxygène que j'entoure en rouge. Je suis en présence d'eau ou d'H+, donc je vais entourer ici H2O, H+, et je vais considérer donc la corrosion donc, dans ces conditions-là. Donc voilà les espèces qui sont en présence. Avec ces espèces en présence, eh bien, je vais chercher les réactions de corrosion qui peuvent intervenir. Ma réaction de corrosion, vous avez celle-ci. Cette réaction de corrosion-là qui peut intervenir. L'oxydant O2, dioxygène O2, l'oxydant O2 peut réagir avec le fer pour donner Fe3O4 et H2O. Ensuite, vous avez également une autre réaction envisageable de corrosion, qui est cette réaction de corrosion-là. L'oxydant H+, peut réagir avec le fer pour donner Fe3O4 et H2. Quand vous faites la règle du gamma, ben vous avez directement votre réaction de corrosion. Fe plus O2 donne Fe3O4. D'accord? C'est ce que vous lisez en faisant la règle du gamma. Ici, l'autre réaction de corrosion, Fe plus H+, donne Fe3O4 plus H2. D'accord? Donc, voilà vos deux réactions de corrosion envisageables. Alors, généralement, c'est surtout la réaction avec O2 qui va intervenir. Tant que vous êtes au contact d'air, que vous avez un apport d'air, vous allez avoir cette réaction de corrosion. Donc, ici, O2 plus Fe donne Fe3O4 plus H2O. Ça veut dire que finalement, par processus de corrosion, donc notamment par la corrosion 1, par cette réaction de corrosion-là principalement, sur le fer, vous allez obtenir une couche de Fe3O4. Effectivement, quand vous regardez le diagramme, à pH 11, si vous oxydez le fer, si vous faites la corrosion du fer, eh bien, vous obtenez du Fe3O4. Donc, on a bien cette couche de rouille de fer qui va contenir du Fe3O4. Et alors, quand vous regardez une couche de rouille d'un acier, d'un béton armé, par exemple, quand vous avez un béton qui est éclaté, vous avez les armatures métalliques qui sont révélées, qui ressortent. Et qu'est-ce que vous constatez? Quelle est la couleur de ces armatures? Quelle couleur vous avez pour l'armature de fer, donc sous le béton, comme ça, le truc qui est éclaté, quand vous récupérez ça, qu'est-ce que vous constatez pour l'armature de fer? Elle a quelle couleur? Couleur orangée, couleur rouille. D'accord? Donc, couleur de rouille. Donc, vous voyez de la rouille. Donc, effectivement, on voit la rouille. Alors, ici, c'est Fe3O4 qui est formé par corrosion. Et la couleur de l'oxyde Fe3O4, est-ce que vous la connaissez? L'oxyde Fe3O4, ça s'appelle la magnétite. Vous avez des dispositifs d'aimant en fait, qui sont à base de magnétite. Par exemple, quand vous avez des petites magnettes, certaines magnettes, magnettes bas de gamme, voilà, vous allez avoir en fait la couche magnétique qui est en fait de la magnétite. Cette magnétite, c'est couleur noire. La magnétite, c'est de couleur noire. Et on constate généralement que c'est couleur plutôt rouille. En fait, vous allez avoir de la couleur rouille. La rouille, c'est l'oxyde de fer 3. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme qui conduit à la formation de cet oxyde de fer 3. Alors, la coloration verte, pour répondre à Arnaud, c'est plutôt les espèces type rouille verte qui vont se former, qui peuvent se former ponctuellement dans ce type de corrosion. Mais effectivement, on pourrait observer une coloration verdâtre à certains endroits de la couche de rouille. Oui. Alors, ici, donc c'est plutôt la couleur rouille, ça veut dire qu'on a du fer 3 qui s'est formé. Ce fer 3, il n'est pas formé par processus de corrosion. D'accord? Si je lis mon diagramme ici, la réaction de corrosion, c'est la réaction qui est indiquée par le gamma en vert ici.
Et cette réaction de corrosion, elle donne comme produit de corrosion Fe3O4. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, si vous êtes avec un apport d'oxygène suffisant, il y a une partie de l'oxygène qui va être utilisée pour oxyder la couche de magnétite de Fe3O4 qui s'est formée, pour l'oxyder par un processus ici d'oxydation, règle du gamma toujours. Le O2 qui ne sert pas à faire la réaction de corrosion peut être engagé dans la réaction d'oxydation de Fe3O4 pour donner Fe2O3 et H2O. Donc vous allez avoir en fait une couche de rouille qu'on peut schématiser par la structure suivante: le fer, le produit de corrosion Fe3O4 et au-dessus le produit d'oxydation de Fe3O4 en Fe2O3 par l'action de l'oxygène. Donc voilà comment on pourrait représenter cette structure donc de corrosion, avec le fer comme le réducteur situé en bas et l'oxygène comme l'accepteur situé en haut, comme l'oxydant situé en haut. Et puis vous avez cette structuration. La corrosion du fer conduit à la formation de Fe3O4. L'oxydation de Fe3O4 par l'oxygène disponible conduit à la formation de rouille Fe2O3. Donc vous allez retrouver en fait ces constituants-là au niveau de votre structure de couche de rouille. Et ça, c'est indiqué par le diagramme potentiel pH. Vous voyez, vous tracez un axe, vous superposez des diagrammes, vous tracez votre axe de potentiel, et puis vous en déduisez finalement ce fonctionnement-là, cette structuration ici de votre couche de rouille, avec les différentes réactions qui interviennent, corrosion ou réaction d'oxydation. D'accord avec ça? Alors, je vous referai donc le document en mettant, en séparant un petit peu les différentes choses que je vous ai présentées. Ah, pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez, vous saurez faire cette lecture de diagramme? Donc, on va passer à la correction donc de l'exercice de l'année dernière. On va terminer là-dessus, de l'exercice d'un examen précédent. Oui, Mohamed? Par rapport à ce que vous venez d'expliquer, à la formation des couples, on va dire intermédiaires, parce que on est censé les connaître. Enfin, on peut pas les deviner à proprement dit. Non. On peut. Mais je peux vous demander de faire la lecture du diagramme. Oui, bien sûr. Si vous me demandez un tel pH avec, on trace à droite, il y a combien de ça, il n'y a pas de souci. Mais retrouver le gamma H pour expliquer. Je pense que si on ne le sait pas, on peut pas. Il n'y a pas une méthodologie pour pouvoir le refaire logiquement, je veux dire. C'était ça ma question. C'est la méthodologie, vous l'avez. Si on reprend ici, la question qui est posée en quelque sorte, c'est, je pourrais poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on corrode du fer en milieu aqueux oxygéné, en milieu aqueux aéré, en présence d'air? Qu'est-ce qui se passe quand je fais la corrosion du fer en milieu aqueux, donc de l'eau, aéré avec de l'air, donc de l'oxygène, à pH égale à 11? Vous devez savoir que vous allez tracer votre axe, vous allez faire les intersections, on va reporter les couples qui sont mis en jeu ici, je vais les reporter sur mon axe, et après je vais regarder, je vais les entourer en rouge, j'entoure en rouge de ce qui est présent, et puis je vais faire la règle du gamma pour les réactions de corrosion. Les réactions de corrosion, c'est ce qui met en jeu la réaction du fer. La réaction du fer avec les oxydants O2 ou éventuellement H+. En fait, on peut essayer de deviner les états intermédiaires en utilisant seulement les éléments qui sont déjà disponibles pour pouvoir faire le gamma. En fait, au début, on ne marque pas ce qui n'est pas en rouge, on marque ce que l'on a, et au fur et à mesure, on peut les retranscrire. Et petite dernière question, vous avez dit que je peux vous demander le fer oxydé ou en eau ou aéré.
en présence de dioxygène ou en présence de H+. Ça veut dire que si vous ne précisez pas H+, alors qu'il y a la droite qui propose, qui montre la présence d'hydrogène, est-ce qu'il faut de H+, pardon. Est-ce qu'il faudra quand même faudra pas le faire parce que vous l'avez pas demandé, ou il faudra quand même le faire? Bah, si je vous fais une problématique corrosion sur un diagramme potentiel pH, ça veut dire qu'il y aura il y aura H plus H2 qui sera tracé, ou il y aura O2 H2O qui sera tracé. Ok, merci. On va le faire en application dans l'exercice. Mais par exemple, ici on s'est mis à pH. C'était à pH 11. Je peux très bien vous poser la question de dire qu'est-ce qui se passe. J'ai un acier qui est exposé en extérieur à l'eau de pluie. D'accord. L'eau de pluie, c'est légèrement acide parce que il y a des contaminants, il y a etc. Vous avez de l'acidité par certains gaz présents dans l'air. Donc vous avez une eau de pluie qui est légèrement acide. Donc on est à pH 5. Donc je peux très bien demander, j'ai un acier qui se corrode à pH 5 en milieu extérieur. Qu'est-ce qui se passe sur cette surface Qu'est-ce que je vais observer? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ou j'observe une coulée de rouille sur l'acier, expliquer cette coulée de rouille. Vous allez vous placer donc aux valeurs de pH correspondantes. Donc par exemple, cette fois-ci, mon axe de potentiel, je vais le placer ici à pH 5. Donc pH 5, c'est cette valeur-là. Donc je vais placer mon axe de potentiel à pH 5. D'accord? Et puis je vais regarder donc à nouveau mes intersections. Et cette fois-ci, mes couples, par exemple, vous voyez le couple, vous avez le couple Fe2O3, Fe2+. D'accord? Vous allez replacer les différents couples que vous interceptez au niveau des points d'intersection ici. Ici, j'aurai Fe donne Fe2+. Et à ce moment-là, je vais écrire mes réactions de corrosion. Ensuite, je vais imaginer, par exemple, j'ai du fer de plus. Qu'est-ce qui va y arriver à ce fer de plus quand il va être exposé à l'oxygène? Ça va peut-être expliquer les coulées de rouille que j'observe, etc. Voilà, vous avez un certain nombre, vous avez une utilisation à faire du diagramme pour expliquer quelque chose un mécanisme de corrosion ou quelque chose qui va se passer dans un processus de corrosion, par exemple. Mais ça peut être aussi pour autre chose. Dans l'exercice, on va appliquer ça à une problématique d'électrolyse. L'électrolyse, je me souviens bien. D'accord, donc on essaie de regarder ça. On regarde l'exercice, donc on commence l'exercice, et puis vous essaierez de le poursuivre, et puis on reprendra ça à la prochaine séance. D'accord, donc on passe. Alors je vérifie simplement ce qu'il y a encore après. Oui, donc d'accord. Donc ici, ça c'était toujours sur le diagramme du fer. Et puis vous aviez donc un autre diagramme. Voilà, vous aviez différents diagrammes. Voilà, donc je passe pas, je discute pas sur ces diagrammes-là. Par exemple, ici, vous avez un diagramme plus compliqué qui est le tracé du diagramme potentiel pH du nickel. Pareil, pour le diagramme potentiel pH du nickel, peut-être que je vous demanderai une lecture du diagramme ou de lire quelques points sur le diagramme, d'expliquer quelques parties sur le diagramme. Ici, vous avez le diagramme potentiel pH de l'aluminium. Là, je fais une application avec ce qui est indiqué là. Je faisais une application décapage alcalin de l'aluminium. Alors, je ne le fais pas ici, mais vous aurez l'occasion de le voir en TP. D'ailleurs, il faut que je vous mette les polis de TP. De le voir en TP, où vous allez faire en fait une mesure de vitesse de corrosion, justement sur l'aluminium. Vous allez reprendre un petit peu vous allez réutiliser par exemple ce qui a été écrit ici. D'accord, donc là, ça, je le commente pas. On va passer, donc on va revenir à la partie TD, puis on va commencer à faire le tracé du diagramme potentiel pH du zinc, et puis faire les différentes questions qui viennent à la suite. D'accord avec ça? Pardon. Est-ce que pour tout le monde, est-ce qu'il y a vraiment de grosses difficultés, ou voilà, vous avez pour à peu près tout le monde, vous suivez, et puis qu'un peu de pratique, ça devrait aller pour manipuler un petit peu ces outils-là, ces diagrammes potentiels pH. Ok. On va passer donc au TD. Donc je vais reprendre. Voilà, je vais juste. Donc ici on va faire l'exercice 7.
Alors, l'exercice 7, je dois avoir